Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Des fleurs pour Algernon. De Daniel Keyes. Onzième partie. 21 juin. J'ai ajouté des séquences de temps d'une complexité croissante à mon labyrinthe tridimensionnel et Algernon les apprend facilement. Il est inutile de la récompenser par de la nourriture ou de l'eau. Elle semble apprendre pour le plaisir de résoudre le problème. La réussite paraît être pour elle une récompense suffisante. Mais, comme Bert l'a fait remarquer au congrès, son comportement est désordonné. Parfois, après un parcours, ou même pendant, elle se met en rage, se jette contre les parois du labyrinthe ou se roule en boule et refuse tout travail. Est-ce de la frustration ou est-ce plus profond? 17h30. Cette folle de Faye est arrivée par l'escalier de secours cet après-midi avec une autre souris blanche, à peu près 2 fois plus menue qu'Algernon, pour lui tenir compagnie. Elle est vite venue à bout de mes objections et m'a convaincu que cela ferait du bien à Algernon d'avoir une compagnie. Après que je me fus assuré par moi-même que la petite Minnie avait une bonne santé et de bonnes manières, je cédai. J'étais curieux de voir ce qu'Algernon ferait en présence d'une compagne. Mais lorsque nous eûmes placé Minnie dans la cage d'Algernon, Faye me saisit le bras et m'entraîna hors de la pièce. « Laissons-les maintenant !» s'exclama-t-elle. Elle alluma la radio et s'approcha de moi, l'air menaçant. « Je vais vous apprendre les derniers pas à la mode. » Comment pourrait-on se fâcher avec une fille comme Faye? En tout cas, je suis content qu'Algernon ne soit plus seul. 23 juin. Tard hier soir, j'entendis rire dans le hall et cogner à ma porte. C'était Faye et un homme. « Salut Charlie !» pouffa-t-elle en me voyant. « Leroy, je vous présente Charlie, mon voisin d'en face. Un merveilleux artiste. Il fait de la sculpture avec un élément vivant. » Leroy la prit par le bras pour l'empêcher de se cogner contre le mur. Il me regarda, gêné, et marmotta quelques banalités. « J'ai rencontré Leroy au Stardust Ballroom, » explique-t-elle. « C'est un danseur formidable. » Elle fit mine d'entrer chez elle, puis repoussa le garçon. « Hey !» s'écria-t-elle, pouffant encore de rire. « Pourquoi n'invitons-nous pas Charlie à venir boire? Cela fera une bonne petite fête. » Leroy ne trouvait pas l'idée bonne. Je formulai une vague excuse et je les laissai. Derrière ma porte fermée, je les entendis rire en entrant chez elle, et quand j'essayais de lire, des images ne cessèrent de m'assaillir l'esprit. Un grand lit blanc, des draps frais, tous les deux dans les bras l'un de l'autre. J'aurais voulu téléphoner à Alice, mais je ne le fis pas. Pourquoi me torturer? Je ne réussissais même pas à me représenter le visage d'Alice. Je pouvais imaginer Faye, habillée ou déshabillée, à volonté, avec ses yeux bleus pétillants et ses cheveux blonds tressés, enroulés autour de sa tête comme une couronne. Faye était nette, mais Alice était enveloppée de brouillard. 1 heure plus tard environ, des cris retentirent dans l'appartement de Faye, puis elle hurla, et me parvint le bruit d'objets fracassés. Mais au moment où je me levais pour aller voir si elle avait besoin d'aide, la porte claqua, et Leroy s'en alla en jurant. Quelques minutes après, j'entendis frapper doucement à la fenêtre de mon living room. Elle était ouverte. Faye se glissa à l'intérieur et s'assit sur le rebord, son kimono de soie noire laissant voir des jambes ravissantes. « Salut !» chuchota-t-elle. « Vous auriez une cigarette ?» Je lui en tendis une et elle descendit de la fenêtre sur le canapé. « Ouf !» souffla-t-elle. « Je peux généralement me défendre seule. Mais il y a des types qui sont si excités que tout ce qu'on peut faire, c'est de les tenir à distance. »« Ah !» dis-je. « Vous l'avez amené ici pour le tenir à distance. » Elle remarqua le ton de ma voix et me lança un regard aigu. « Vous n'approuvez pas ?»« Je n'ai aucun droit de désapprouver. Mais si vous ramassez un type dans un dancing, vous devez vous attendre à ce qu'il vous fasse des propositions. Il a le droit de tenter sa chance avec vous. » Elle secoua la tête. « Je vais au Stardust Ballroom parce que j'aime danser et je ne vois pas pourquoi, si je laisse un garçon me raccompagner à la maison, je devrais coucher avec lui. Vous ne pensez tout de même pas que j'ai couché avec lui, non ?»
L'image qui m'était venue d'eux dans les bras l'un de l'autre monta à la surface comme une bulle de savon. « Mais si cela avait été vous, le garçon, reprit-elle, cela aurait été différent. »« Que voulez-vous dire ?»« Simplement ce que je dis. Si vous me le demandiez, je coucherais volontiers avec vous. » J'essayai de garder mon sang-froid. « Merci, dis-je. Je m'en souviendrai. Puis-je vous faire une tasse de café ?»« Charlie, je n'arrive pas à vous comprendre. La plupart des hommes me trouvent à leur goût, ou pas, et je le sais tout de suite. Mais on dirait que vous avez peur de moi. Vous n'êtes pas homosexuel, n'est-ce pas ? » ?»« Grand Dieu, non. Je veux dire par là que vous n'avez pas besoin de me le cacher, parce qu'alors nous pourrions être simplement de bons amis. Mais il faudrait que je le sache. »« Je ne suis pas un homosexuel. Ce soir, quand vous êtes rentré chez vous avec ce type, j'aurais voulu que ce soit moi. » Elle se pencha en avant et le décolleté de son kimono laissa voir ses seins. Elle me passa les bras autour du cou, attendant que je fasse quelque chose. Je savais ce qu'elle espérait de moi, et je me dis qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. J'avais la sensation qu'il n'y aurait pas de panique cette fois, pas avec elle. Après tout, ce n'était pas moi qui faisais des avances, et elle était différente de toutes les femmes que j'avais rencontrées auparavant. Peut-être était-elle ce qu'il me fallait à ce niveau émotionnel. Je la pris dans mes bras. « Là, c'est mieux, » roucoula-t-elle. « Je commençais à croire que je ne vous plaisais pas. »« Vous me plaisez, » murmurai-je en posant mes lèvres sur sa gorge. Mais en le faisant, je nous vis tous les deux comme si j'étais une tierce personne debout sur le seuil de la chambre. Je regardais un homme et une femme dans les bras l'un de l'autre. Me voir comme cela à distance me coupa mes moyens. Pas de panique, c'est vrai, mais aucun émoi, aucun désir. « Chez vous ou chez moi ?» demanda-t-elle. « Attendez une minute. »« Qu'y a-t-il » ? ?»« Peut-être vaudrait-il mieux pas. Je ne me sens pas bien ce soir. » Elle me considéra d'un air interrogateur. « Il n'y a pas autre chose ? Quelque chose que vous voudriez que je fasse ? Vous savez, je suis toute disposée. »« Non, ce n'est pas cela, dis-je vivement. Je ne me sens pas bien ce soir, simplement. » J'étais curieux de connaître les moyens qu'elle avait d'exciter un homme, mais ce n'était pas le moment d'en faire l'expérience. La solution de mon problème était ailleurs. Je ne savais pas quoi lui dire d'autre. J'aurais voulu qu'elle s'en aille, et je ne voulais pas qu'elle parte. Elle m'étudiait, et finalement elle me dit « Voyons, cela ne vous ennuie pas que je passe la nuit ici ?»« Pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « Je vous aime bien. Je ne sais pas. Leroy pourrait revenir. Des tas de raisons. Si vous ne voulez pas que... » Elle m'avait encore pris au dépourvu. J'aurais pu trouver des tas d'excuses pour me débarrasser d'elle, mais je cédais. « Auriez-vous du gin ?» demanda-t-elle. « Non, je ne bois pas beaucoup. »« J'en ai un peu chez moi. Je vais aller le chercher. » Avant que j'aie pu la retenir, elle avait passé la fenêtre, et quelques minutes après, elle revint avec une bouteille aux 3/4 pleine et un citron. Elle prit 2 verres dans la cuisine et versa un peu de gin dans chacun d'eux. « Là, voilà, dit-elle. Cela vous fera du bien. Cela va démolir toutes ces lignes droites. C'est cela qui vous tracasse. Tout est trop ordonné, trop rectiligne, et vous êtes littéralement enfermé là-dedans, comme Algernon dans sa sculpture là-bas. » Je ne voulais pas d'abord, mais je me sentis si ridicule que je me dis « pourquoi pas ?» Cela ne pouvait pas rendre la situation pire, et cela pourrait peut-être atténuer cette sensation de me regarder avec des yeux qui ne comprenaient pas ce que je faisais. Elle me saoula. Je me souviens du premier verre et de m'être couché, et qu'elle se glissa dans le lit à côté de moi, la bouteille à la main. Et c'est tout, jusqu'au milieu de cet après-midi, quand je m'éveillai avec la bouche pâteuse et mal à la tête. Elle dormait encore, tournée vers le mur, l'oreiller tassé sous sa nuque. Sur la table de nuit, à côté du cendrier débordant de mégots écrasés, se dressait la bouteille vide, mais la dernière image dont je me souvenais avant que le rideau fût tombé, c'était de m'être vu boire le second verre. Elle s'étira et roula vers moi, nue. Je me reculai et tombai du lit. Je saisis une couverture pour l'enrouler autour de moi. « Bonjour », dit-elle en bâillant. « Tu sais ce que j'ai envie de faire un de ces jours ?»« Quoi donc ?»« De te peindre tout nu, comme le David de Michel-Ange. Tu seras beau. Tu vas bien ?» Je hochai la tête. « À part la migraine, est-ce que j'ai trop bu hier soir ?» Elle éclata de rire et s'appuya sur un coude. « Tu en tenais une bonne. Et alors, ce que tu t'es drôlement conduit,
Je ne veux pas dire comme un homo ou n'importe quoi de ce genre, mais bizarre. Comment? Dis-je en m'efforçant d'arranger la couverture pour pouvoir marcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'ai-je fait? J'ai vu des hommes devenir gais ou tristes, ou endormis, ou amoureux, mais je n'en ai jamais vu un agir comme toi. C'est une bonne chose que tu ne boives pas souvent. Oh mon Dieu, si seulement j'avais eu une caméra, quel beau sujet de court-métrage tu aurais fait. Mais bon sang, qu'ai-je donc fait? Pas ce que je m'attendais. Pas l'amour, ni rien de semblable. Mais tu as été phénoménal. Quel numéro! Le plus fantastique! Tu serais formidable sur la scène. Tu les emballerais au palace. Tu es devenu tout confus et tout bébête. Tu sais, comme quand un adulte se met à faire le gosse. Tu disais que tu voulais aller à l'école et apprendre à lire et à écrire pour devenir aussi intelligent que tout le monde. Des folies de ce genre. Tu étais une autre personne, comme les acteurs qui emploient la méthode. Et tu disais toujours que tu ne voulais pas jouer avec moi parce que ta mère te prendrait tes cacahuètes et te mettrait dans une cage. Des cacahuètes? Ouais, je te le jure, dit-elle en riant et en se grattant la tête. Et tu disais aussi que je n'aurais pas tes cacahuètes. Fantastique, je te dis, la manière dont tu parlais. Comme ces pauvres idiots au coin des rues qui s'excitent rien qu'en regardant une fille. Tu étais complètement différent. D'abord, j'ai cru que tu jouais simplement la comédie, mais maintenant je pense que tu es un anxieux ou je ne sais quoi, avec tout ce besoin d'ordre et cette inquiétude à propos de tout. Cela ne m'affola pas, bien que j'eusse pu le craindre. D'une façon ou d'une autre, Maître enivré avait momentanément abattu les barrières conscientes qui enfermaient l'ancien Charlie au plus profond de mon esprit. Comme je l'avais toujours soupçonné, il ne s'était pas vraiment effacé. Rien dans notre esprit ne s'efface jamais vraiment. L'opération l'avait recouvert d'un vernis d'éducation et de culture, mais émotionnellement, il était là, à observer et à attendre. Qu'attendait-il? « Ça va bien maintenant ?» Je lui répondis que j'allais très bien. Elle attrapa la couverture dans laquelle j'étais enroulé et me ramena dans le lit. Avant que je puisse l'en empêcher, elle m'avait pris dans ses bras et m'embrassait. « J'ai eu peur hier soir, Charlie. J'ai pensé que tu perdais la tête. J'ai entendu parler de types qui sont impuissants. Brusquement, cela leur porte au cerveau et ils deviennent dingues. »« Pourquoi es-tu resté ?»« Bah, tu étais comme un gosse apeuré. J'étais sûr que tu ne me ferais pas de mal, mais je craignais que tu t'en fasses à toi. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux que je reste. Cela me faisait tellement de peine. À tout hasard, j'avais pris ça, au cas où. » Elle tira un gros livre qu'elle avait coincé entre le lit et le mur. « J'espère que tu n'as pas eu à l'utiliser. » Elle secoua la tête. « Bon sang! Ce que tu as dû aimer les cacahuètes quand tu étais gosse. » Elle sortit du lit et se mit à s'habiller. Je restai un moment couché à la regarder. Elle allait et venait devant moi sans embarras ni inhibition. Ses seins étaient fermes et ronds comme elle les avait peints dans son autoportrait. J'avais une folle envie de l'attirer contre moi, mais je savais que c'était inutile. En dépit de l'opération, Charlie était encore en moi. Et Charlie avait peur de perdre ses cacahuètes. 24 juin. Aujourd'hui, je me suis payé une étrange bordée anti-intellectuelle. Si j'avais osé, je me serais saoulé, mais après l'expérience avec Faye, je savais que ce serait dangereux. Au lieu de cela, je suis allé à Times Square, de cinéma en cinéma, me noyer dans les westerns et les films d'épouvante, comme je le faisais naguère. Chaque fois, en regardant le film, je me sentais bourrelé de culpabilité. Je sortais au beau milieu et je me traînais jusqu'à un autre cinéma. Je me disais que je recherchais dans le monde imaginaire de l'écran ce qui me manquait dans ma nouvelle vie. J'eus alors une intuition soudaine, juste devant le Kino Amusement Center. Je sus que ce n'était pas le film que je voulais, mais l'assistance. Je voulais des gens autour de moi dans l'obscurité. Les barrières entre les gens sont minces ici, et si j'écoute bien, j'entends passer quelque chose. Il en est de même à Greenwich Village, et pas seulement parce qu'on est proche des autres, car je ne le ressens pas dans un ascenseur bourré ou dans le métro à l'heure de pointe, mais par une nuit chaude, quand tout le monde se promène dans les rues ou quand je suis assis dans un cinéma, il y a comme un bruissement. Je frôle quelqu'un un instant et je sens la relation profonde entre les individus et la masse. Dans ces moments-là, mon être tout entier sensible et tendu et un besoin irrésistible de participer me pousse à fouiller dans les coins sombres et les impasses de la nuit. Habituellement, quand je suis fatigué de marcher, je retourne à mon appartement et je m'effondre dans un sommeil lourd. Mais ce soir, au lieu de rentrer chez moi, je suis allé dans un petit restaurant. Un nouveau garçon d'environ 16 ans s'occupait de la vaisselle
et je lui trouvai un air de connaissance dans les gestes, l'expression des yeux. Là-dessus, en débarrassant une table derrière moi, il laissa tomber quelques assiettes. Elles se fracassèrent sur le plancher en envoyant des morceaux de porcelaine blanche sous les autres tables. Il resta là, hébété, effrayé, son plateau vide à la main. Les exclamations des clients. « Eh, voilà où passent les bénéfices !»« Mazel tov, eh bien, il n'aura pas travaillé longtemps ici !» qui semble suivre inévitablement un bris de vaisselle dans un restaurant, le désorientèrent. Lorsque le propriétaire vint voir ce qui provoquait cette agitation, le garçon se fit tout petit, leva les bras comme pour se garer d'un coup. « Allons, allons, espèce d'imbécile !» s'écria le patron. « Ne reste pas là comme cela. Prends un balai et balaie tout cela. Un balai. Je te dis un balai, idiot. Dans la cuisine. Et déblai tous les morceaux. » Quand le garçon vit qu'il n'allait pas être puni, son expression apeurée disparut et il souriait, chantonnant en revenant avec son balai. Quelques-uns des clients les plus bruyants poursuivirent leur raillerie pour s'amuser à ses dépens. « Ici, petit, par ici. Il en reste un joli morceau derrière toi. »« Allons, vas-y, recommence. »« Il n'est pas si bête, c'est moins fatigant de les casser que de les laver. » Tandis que les yeux vagues du garçon erraient sur tous ces gens amusés, il se mit peu à peu à leur sourire et finalement esquissa un petit rire incertain à une plaisanterie qu'il ne comprenait pas. J'en étais malade intérieurement de regarder son sourire absurde, vide, ses grands yeux d'enfant, vagues mais avides de faire plaisir, et je me rendis compte de ce que j'avais reconnu en lui. Il se moquait de lui parce qu'il était arriéré. Et au début, j'en avais été amusé comme les autres. Soudain, je me sentis furieux contre moi-même et contre tous ceux qui ricanaient. J'avais envie de prendre des assiettes et de les leur lancer à la tête, de leur casser la figure. Je me dressai et criai « La ferme! Laissez-le tranquille! Il ne peut pas comprendre. Ce n'est pas sa faute s'il est comme cela, mais pour l'amour de Dieu, ayez un peu de dignité. C'est un être humain !» Le silence tomba sur le restaurant. Je me maudis d'avoir perdu mon sang-froid et fait un scandale, et je m'efforçai de ne pas regarder le garçon quand je payais ma note et que je sortis sans avoir rien mangé. Je me sentais honteux pour nous deux. Comme c'est étrange que des gens qui ont des sentiments et une sensibilité normaux, qui ne songeraient pas à se moquer d'un malheureux né sans bras, sans jambes ou aveugle, n'aient aucun scrupule à tourner en ridicule un autre malheureux né avec une faible intelligence. J'enrageais de me rappeler que voici peu de temps, j'avais moi-même, comme ce garçon, fait le clown. Et je l'avais presque oublié. Depuis peu seulement, j'avais appris que les gens se moquaient de moi. Et maintenant, je m'aperçois que sans le vouloir, je m'étais joint à eux pour rire de moi. Cela me fait plus mal que tout le reste. J'ai souvent relu mes premiers comptes rendus et vu l'ignorance, la naïveté puérile, le cerveau peu intelligent qui, dans une pièce obscure, regardait, par le trou de la serrure, la lumière éblouissante du dehors. Dans mes rêves et mes souvenirs, j'ai vu Charlie sourire d'un air heureux et hésitant à ce que disaient les gens autour de lui. Même dans ma bêtise, je savais que j'étais inférieur. Les autres avaient quelque chose qui me manquait, qui m'avait été refusé. Dans ma cécité mentale, j'avais cru que cela était d'une manière ou d'une autre lié à l'aptitude de lire et écrire, et j'étais persuadé que si je pouvais acquérir ces talents, j'acquerrais également l'intelligence. Mais un faible d'esprit désire être comme les autres hommes. Un enfant ne peut pas savoir comment manger ou quoi manger, et pourtant, il connaît la faim. Cette journée a été utile pour moi. Il faut que je me débarrasse de cette inquiétude enfantine centrée sur moi, sur mon passé et mon avenir. Il faut que j'utilise mes connaissances et mes aptitudes à étudier les moyens d'augmenter l'intelligence humaine. Qui le pourrait mieux? Qui d'autre a eu cette expérience de vivre dans les deux mondes? Demain, je vais me mettre en rapport avec le comité de direction de la Fondation Welberg et demander l'autorisation de faire quelques recherches indépendantes sur le programme en cours. S'ils me l'accordent, je pourrais peut-être leur être utile. J'ai quelques idées. Tant de choses pourraient être réalisées avec cette technique si on la perfectionne. Si l'on a pu faire de moi un génie, que ne pourrait-on faire pour les 5 millions et plus d'arriérés mentaux aux États-Unis, et les innombrables millions d'autres dans le monde, et tous ceux qui ne sont pas encore nés et qui naîtront faibles d'esprit? Et quel niveau fantastique d'intelligence pourrait être atteint en utilisant cette technique sur des gens normaux et sur des génies? Tant de portes restent à ouvrir que je suis impatient d'appliquer mes propres connaissances et mes propres aptitudes à ce problème. Il faut que je leur fasse voir à tous que c'est là une tâche très importante pour moi. Je suis certain que la Fondation m'accordera son autorisation. Mais je ne peux plus rester seul.
Il faut que j'en parle à Alice. 25 juin. J'ai appelé Alice aujourd'hui. J'étais nerveux et j'ai dû paraître incohérent, mais cela m'a été bon d'entendre sa voix, et elle m'a semblé heureuse de m'entendre. Elle a accepté de me voir, et j'ai pris un taxi, impatient de la lenteur avec laquelle nous avancions. Avant même que j'aie frappé, elle a ouvert la porte et s'est jetée à mon cou. « Charlie, nous étions si inquiets à ton sujet. J'ai eu d'horribles cauchemars où je te voyais mort au fond d'une impasse, ou errant, amnésique, dans le quartier des Clochards. Pourquoi ne nous as-tu pas fait savoir que tu allais bien? Tu aurais pu faire cela? » Ne me grondez pas. Il fallait que je sois seul un moment pour éclaircir quelques problèmes. « Viens dans la cuisine, je vais préparer un peu de café. Qu'est-ce que tu as fait? » Le jour, je réfléchissais, je lisais, j'écrivais. La nuit, je marchais au hasard à la recherche de moi-même. Et j'ai découvert que Charlie m'observe. « Ne parle pas comme cela, » dit-elle en frissonnant. « Cette idée d'être observé n'a rien de réel. Ton esprit l'a fabriquée de toutes pièces. » Je ne peux pas m'empêcher de sentir que je ne suis pas moi. J'ai usurpé sa place et je l'ai mis à la porte, comme ils m'ont mis à la porte de la boulangerie. Je veux dire que Charlie Gordon existe dans le passé, et que ce passé est réel. On ne peut pas construire une maison neuve sur un emplacement avant de détruire l'ancienne qui s'y dressait, et Charlie Gordon ne peut pas être détruit. Il existe. Je suis d'abord allé à sa recherche. Je suis allé voir mon père. Tout ce que je voulais, c'était prouver que Charlie existait en tant que personne individuelle dans le passé, de manière que je puisse démontrer ma propre existence. Je m'étais senti insulté quand Nemur prétendait qu'il m'avait créé. Mais j'ai découvert que non seulement Charlie existe dans le passé, mais qu'il existe maintenant, en moi et autour de moi. Il s'est interposé entre nous, sans cesse. J'ai pensé que c'était mon intelligence qui créait cette barrière, mon orgueil prétentieux, imbécile, la sensation que nous n'avions plus rien de commun parce que je vous avais surpassé. Vous m'aviez mis cette idée dans la tête. Mais ce n'est pas cela. C'est Charlie, le petit garçon qui a peur des femmes à cause de tout ce que sa mère lui a fait. Vous ne voyez pas? Pendant tous ces derniers mois, tandis que je me développais intellectuellement, j'ai toujours conservé la structure émotionnelle du Charlie infantile. Et chaque fois que j'approchais de vous, ou que je songeais à faire l'amour avec vous, il se produisait un effondrement. J'étais à bout de nerfs et mes paroles la heurtaient jusqu'à la faire trembler. Elle rougit. « Charlie, murmura-t-elle, ne puis-je rien faire pour toi? Ne puis-je t'aider ?» Je crois que j'ai changé durant ces semaines loin du labo, dis-je. D'abord, je n'arrivais pas à voir comment faire, mais cette nuit, en errant à travers la ville, cela m'est venu à l'esprit. La bêtise, c'était d'essayer de résoudre le problème tout seul. Mais plus je m'en mêle dans la masse de mes rêves et de mes souvenirs, plus je m'aperçois que les problèmes émotionnels ne peuvent être résolus comme les problèmes intellectuels. C'est ce que j'ai découvert sur moi la nuit dernière. Je me disais que j'errais comme une âme en peine, puis j'ai vu que j'étais en peine. Sans que je sache pourquoi, je m'étais détaché émotionnellement de tout, des êtres et des choses. Et ce que je cherchais réellement la nuit, dans les rues sombres, le dernier endroit où j'aurais jamais pu le trouver, c'était un moyen de me rapprocher de nouveau des gens émotionnellement, de faire partie de la foule tout en gardant mon indépendance intellectuelle. Il faut que je mûrisse. Pour moi, cela a une importance capitale. Je parlais et je parlais, projetant hors de moi tous les doutes et les craintes qui montaient comme des bulles à la surface de mon esprit bouillonnant. Alice me servait de résonateur et elle restait là, assise, hypnotisée. Je me sentis m'échauffer, m'enfiévrer jusqu'à ce que j'aie l'impression d'avoir le corps en feu. Je détruisais l'infection par le feu devant quelqu'un que j'aimais, et c'était cela qui était important. Mais c'était trop pour elle. Ce qui avait commencé par un frémissement devint des pleurs. L'image au-dessus du divan attira mon œil, la jeune fille apeurée, aux joues rouges, et je me demandais ce qu'Alice pensait en ce moment. Je savais qu'elle était prête à se donner à moi, et je la désirais, mais que ferait Charlie? Charlie n'interviendrait peut-être pas si je voulais faire l'amour avec Faye. Il se contenterait probablement de regarder de la porte, mais dès que je m'approchais d'Alice, il était pris de panique. Pourquoi avait-il peur de me laisser faire l'amour avec Alice? Elle était assise sur le divan, me regardant, attendant de voir ce que je ferais. Et que pouvais-je faire? Je voulais la prendre dans mes bras et, dès que je me mis à penser, l'alarme sonna. « Est-ce que tu te sens bien, Charlie? Tu es tout pâle. » Je m'assis sur le divan auprès d'elle. « Ce n'est qu'un petit étourdissement. Ça passera. »
Mais je savais que cela ne ferait qu'empirer tant que Charlie sentirait que je risquais de faire l'amour avec elle. Alors, j'eus une idée. Elle me révolta d'abord, mais soudain, je m'aperçus que le seul moyen de surmonter cette paralysie était de le duper. Si, pour une raison ou une autre, Charlie redoutait Alice, mais pas Fay, je n'avais qu'à éteindre la lumière et m'imaginer à faire l'amour avec Fay. Il ne se rendrait pas compte de la différence. C'était odieux, répugnant. Mais si cela marchait, cela briserait l'étreinte étouffante de Charlie sur mes émotions. Je saurais ensuite que j'avais fait l'amour avec Alice et que c'était là la seule solution. Je me sens mieux maintenant. Restons assis un moment dans le noir, dis-je, éteignant les lumières, tandis que je reprenais mon sang-froid. Cela n'allait pas être facile. Il fallait que je m'hypnotise en me représentant Fay, que je me persuade que la femme assise près de moi était Fay. Et même si Charlie se séparait de moi pour observer de loin, cela ne lui servirait à rien puisque la pièce était dans l'obscurité. Je guettais un signe soupçonneux de sa part, les symptômes avertisseurs de la panique. Mais rien. Je me sentais alerte et calme. Je passai mon bras autour d'elle. « Charlie, je... » « Ne parlez pas !» m'écriai-je vivement, et elle eut un mouvement de recul. « Je vous en prie, ne dites rien. Laissez-moi vous tenir dans mes bras, en silence, dans le noir. » Je la serrai contre moi, et là, à l'abri de mes paupières fermées, j'évoquais l'image de Fay, avec ses longs cheveux blonds et sa peau si blanche. Fay, telle que je l'avais vue, nue, près de moi. Je baisai les cheveux de Fay, la gorge de Fay, et enfin ma bouche se posa sous les lèvres de Fay. Je sentis les mains de Fay qui caressaient les muscles de mon dos, de mes épaules, et la tension en moi grandit comme elle ne l'avait jamais fait auparavant pour une femme. Je la caressai lentement d'abord, puis avec une ardeur impatiente, croissante, qui allait bientôt être la plus forte. Un fourmillement commença à courir sur ma peau. Quelqu'un était aux aguets dans la pièce, s'efforçant de voir dans l'obscurité. Fiévreusement, je me concentrai de toutes mes forces sur ce prénom. Fay, Fay, Fay. Je me représentais son visage nettement, clairement, afin que rien ne puisse s'interposer entre nous. Mais lorsqu'elle m'attira plus fort contre elle, j'émis un cri inarticulé, et je la repoussai. « Charlie !» Je ne pouvais pas voir le visage d'Alice, mais son sursaut marquait sa stupéfaction. « Non, Alice, je ne peux pas, vous ne pouvez pas comprendre. » Je sautai du divan et rallumai les lumières. Je m'attendais presque à le voir là, mais bien entendu, il n'y était pas. Alice était restée étendue sur le divan, son chemisier déboutonné, sa jupe froissée, les joues rouges, les yeux écarquillés d'incrédulité. Les mots jaillirent étranglés de ma bouche. Je vous aime, mais je ne peux pas. Je ne peux pas l'expliquer. Mais si je ne m'étais pas arrêté, je m'en serais voulu toute ma vie. Ne me demandez pas de vous expliquer, ou vous me haïriez vous aussi. C'est à cause de Charlie. Je ne sais pour quelle raison, mais il ne veut pas me laisser vous faire l'amour. » Elle détourna les yeux et remit de l'ordre dans ses vêtements. « C'était pourtant différent ce soir, » dit-elle. « Tu n'as pas eu de nausées, ni de panique, ni rien de ce genre. Tu me désirais. »« Oui, je vous désirais, mais je ne faisais pas vraiment l'amour avec vous. J'allais me servir de vous dans un certain sens, mais je ne peux pas vous expliquer. Je ne le comprends pas moi-même. Disons simplement que je ne suis pas encore prêt, et je ne peux pas truquer, nous tricher ou feindre que tout va bien quand cela ne va pas. Ce n'est qu'une autre impasse. » Je me levai pour m'en aller. « Charlie, ne te sauve pas de nouveau. »« J'en ai fini de me sauver. J'ai du travail à faire. Dites-leur que je reviendrai au labo dans quelques jours, dès que j'aurai repris le contrôle de moi-même. » Je quittai l'appartement fou de rage. En bas, devant l'immeuble, je restai là, ne sachant quelle direction prendre. Quel que soit le chemin que je choisirais, je recevrais un choc qui signifierait une nouvelle erreur. Tous les passages étaient bloqués. Bon sang! Quoi que je fasse, de quelque côté que je me tourne, les portes se fermaient pour moi. Il n'y avait aucun lieu où je puisse pénétrer, ni une rue, ni une pièce, ni une femme. Finalement, je dégringolai dans le métro et le pris jusqu'à la 49e rue. Peu de monde, mais une blonde, avec de longs cheveux qui me rappela Fay. En me dirigeant vers l'arrêt d'une ligne transversale de bus, je passai devant un magasin de boissons. Sans y réfléchir, j'entrai et j'achetai une bouteille de gin. En attendant mon bus, je la débouchai dans le sac comme j'avais vu des clochards le faire et j'en bus un bon coup.
Cela me brûla en descendant tout au long de mon gosier, mais cela me fit du bien. J'en pris un autre, juste une goutte, et quand le bus arriva, je baignai dans une puissante sensation d'euphorie. Je n'en bus pas plus. Je ne voulais pas me saouler maintenant. Quand j'arrivai à l'appartement, je cognai à la porte de Faye. Elle ne répondit pas. J'ouvris la porte et jetai un coup d'œil à l'intérieur. Elle n'était pas encore rentrée, mais toutes les lumières étaient allumées chez elle. Elle se fichait complètement de tout. Pourquoi ne pouvais-je pas être comme elle? J'allai chez moi pour l'attendre. Je me déshabillai, je pris une douche et j'enfilai une robe de chambre. Je fis des vœux pour que cette nuit ne soit pas l'une de celles où elle ramenait quelqu'un chez elle. Vers 2h30 du matin, je l'entendis monter l'escalier. Je pris ma bouteille, passai par l'escalier de secours et arrivai à sa fenêtre, juste au moment où elle ouvrait sa porte. Je n'avais pas eu l'intention de me tapir là pour regarder. J'allais cogner à la vitre, mais alors que je levai la main pour signaler ma présence, je la vis lancer ses souliers en l'air et tourbillonner joyeusement. Elle alla vers la glace et lentement, un à un, se mit à enlever ses vêtements, comme dans un striptease pour elle-même. Je bus un autre coup, mais je ne pouvais plus frapper sans qu'elle sache que je l'avais regardée faire. Je retournai dans mon appartement sans allumer les lumières. Ma première idée était de l'inviter chez moi, mais tout était trop en ordre, trop bien rangé. Il y avait trop de lignes droites à effacer, et je savais qu'ici cela ne marcherait pas. Je sortis donc dans le hall, je cognai à sa porte doucement, puis plus fort. « La porte est ouverte !» cria-t-elle. Elle était en soutien-gorge et petite culotte, couchée sur le plancher, les bras en croix et les jambes en l'air appuyées sur le canapé. Elle pencha la tête en arrière et me regarda à l'envers. « Charlie, mon chéri, pourquoi marches-tu sur la tête ?»« Vous occupez pas, » dis-je en sortant la bouteille de son sac à papier. « Les lignes et les angles sont trop droits et j'ai pensé que vous vous joindriez à moi pour en effacer quelques-uns. »« C'est le meilleur truc du monde pour ça, » dit-elle. « Si vous vous concentrez sur la chaleur qui vous monte du creux de l'estomac, toutes les lignes se mettent à fondre. » C'est ce qui se passe. « Merveilleux !» Elle bondit sur ses pieds. « Moi aussi. J'ai dansé avec trop de ballots ce soir. Faisons fondre tout ça. » Je pris un verre et je le remplis. Tandis qu'elle buvait, je passai mon bras autour d'elle et caressai la peau de son dos nu. « Hé là, mon garçon, doucement, qu'est-ce qui arrive ?»« Moi? J'attendais que vous rentriez. » Elle s'écarta. « Oh là, minute, Charlie. Nous avons déjà essayé tout ça. Tu sais que ça n'a rien donné. Je veux dire, tu sais bien que tu me plais beaucoup et que je te traînerais dans le lit tout de suite si je pensais qu'il y ait une chance. Mais je ne veux pas me mettre dans tous mes états pour rien. Ce n'est pas de jeu, Charlie. Ce sera tout autre chose ce soir, je te le jure. » Avant qu'elle puisse protester, je l'avais prise dans mes bras. Je l'embrassais, je la caressais, je l'accablais sous la violence du désir qui était près de me faire exploser. Je tentai de dégrafer son soutien-gorge, mais je tirai trop fort, et la grave sauta. « Attention, Charlie, mon soutien-gorge !»« T'inquiète pas de ton soutien-gorge, » dis-je d'une voix haletante en l'aidant à l'enlever. « Je t'en achèterai un autre. Je vais rattraper le temps perdu les autres fois. Je vais te faire l'amour toute la nuit. » Elle s'écarta de moi. « Charlie, je ne t'ai jamais entendu parler comme cela. Et arrête de me regarder comme si tu avais envie de m'avaler tout entière. » Elle ramassa une blouse d'atelier sur l'une des chaises et la tint devant elle. « Maintenant, tu me donnes la sensation d'être toute nue. Mais j'ai envie de te faire l'amour. Ce soir, je peux le faire. Je le sais, je le sens. Ne me repousse pas, Faye. »« Allons, » murmura-t-elle. « Bois encore un verre. » J'en pris un, et j'en emplis un autre pour elle, et pendant qu'elle buvait, je couvris ses épaules et son cou de baisers. Sa respiration devint haletante à mesure que mon excitation la gagnait. « Grand Dieu, Charlie, si tu me mets dans ces états, et si tu me déçois encore, je ne sais pas ce que je ferai. Je suis un être humain, moi aussi, tu sais. » Je la tirai près de moi sur le canapé, voulus la coucher sur le tas de vêtements et de lingerie. « Pas sur le canapé, Charlie, » dit-elle en se débattant pour se remettre debout. « Allons dans mon lit. »« Ici, » insistai-je en arrachant la blouse de ses mains. Elle me regarda, posa son verre sur le plancher, se débarrassa de sa petite culotte et fut complètement nue devant moi. « Je vais éteindre les lumières, » souffla-t-elle. « Non, dis-je, en l'attirant de nouveau sur le divan. « Je veux te regarder. » Elle m'embrassa longuement et me serra très fort dans ses bras. « Ne me déçois pas cette fois-ci, Charlie. Il ne faut pas. » Son corps glissa lentement, se rapprochant du mien, et je sus que cette fois, rien ne viendrait me paralyser. Je savais quoi faire et comment le faire. Elle eut un petit râle qui se termina en soupir et cria mon nom quand je la caressai au plus intime d'elle-même. Un moment,
J'eus la sensation glaciale qu'il m'observait. Par-dessus le bras du canapé, j'aperçus son visage qui me regardait dans le noir au-delà de la fenêtre, là où, quelques minutes plus tôt, je m'étais tapi. Un changement de vision, et je me retrouvai sur l'escalier de secours, en train de regarder à l'intérieur de la pièce un homme et une femme qui faisaient l'amour sur le canapé. Par un violent effort de volonté, je revins sur le canapé, avec elle, conscient de son corps nu et chaud contre le mien, de ma propre fièvre et de ma virilité exigeante. Je vis de nouveau le visage contre la vitre, observant avidement, et je me dis en moi-même, « Vas-y, mon pauvre type, regarde, cela m'est complètement égal maintenant. » Et les yeux de Charlie s'ouvrirent tout ronds quand je la pénétrai. 29 juin. Avant de retourner au labo, je vais terminer les recherches que j'ai entreprises depuis ma fuite du congrès. J'ai téléphoné à Lansdorf, au New Institute for Advanced Study, au sujet de l'utilisation des paires d'ions produites par effet photonucléaire pour des recherches exploratoires en biophysique. Il crut d'abord que j'étais un déséquilibré, mais après que je lui eus signalé les failles de son article dans le New Institute Journal, il me parla pendant près d'1 heure au téléphone. Il veut que je vienne à son institut pour discuter de mes idées avec son groupe de recherche. Je le ferai peut-être lorsque j'aurai fini mon travail au labo, si j'en ai le temps. C'est là la question, naturellement. Je ne sais pas combien de temps je dispose. 1 mois, 1 an, le reste de ma vie. Cela dépend de ce que je découvrirai sur les effets psychophysiques secondaires de l'expérience. 30 juin. J'ai cessé d'errer dans les rues maintenant que j'ai failli. Je lui ai donné la clé de chez moi. Elle se moque de ce besoin que j'ai de fermer ma porte à clé, et moi je me moque du désordre qui règne dans son appartement. Elle m'a averti de ne pas essayer de la changer. Son mari a divorcé voici 5 ans parce qu'elle n'acceptait pas qu'on l'embête en lui demandant de ramasser les choses qui traînaient et de tenir son ménage en ordre. C'est ainsi qu'elle est vis-à-vis de tous les détails de la vie qui lui paraissent sans importance. Elle ne peut pas ou ne veut pas s'en soucier. L'autre jour, j'ai découvert un tas de contraventions pour stationnement interdit, dans un coin, derrière un fauteuil. Il devait y en avoir 40 ou 50. Quand elle est rentrée avec de la bière, je lui ai demandé pourquoi elle les collectionnait. « Oh, celle-là » s'est-elle exclamée en riant. « Dès que mon mari m'enverra mon sacré chèque, faudra que j'en paie quelques-unes. Tu n'as aucune idée de ce que ces contraventions me font mal. Je les cache derrière ce fauteuil, sinon j'aurais une crise de culpabilité chaque fois que je les verrais. Mais qu'est-ce que tu veux qu'une fille comme moi y fasse? Où que j'aille, il y a toujours des panneaux. Interdit de stationner, interdit de stationner. Je ne peux tout de même pas m'embêter à lire les panneaux chaque fois que j'ai envie de descendre de ma voiture. » Je lui ai donc promis de ne pas chercher à la changer. On ne s'ennuie pas avec elle. Elle a un merveilleux sens de l'humour, mais surtout un esprit ouvert et indépendant. La seule chose qui puisse devenir lassante au bout d'un certain temps, c'est sa folle passion pour la danse. Nous sommes sortis tous les soirs cette semaine, jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Je n'ai pas tant d'énergie de reste. Ce n'est pas de l'amour, mais elle compte beaucoup pour moi. Je me prends à guetter le bruit de ses pas dans le hall chaque fois qu'elle est sortie. Charlie a cessé de nous observer. 5 juillet. J'ai dédié mon premier concerto pour piano à Faye. Elle avait d'abord été enthousiasmée à l'idée qu'une œuvre lui soit dédiée, mais je ne pense pas que cela lui ait vraiment plu, ce qui montre simplement qu'on ne peut pas tout avoir en une seule femme. Un argument de plus pour la polygamie. L'important, c'est que Faye ait l'esprit vif et du cœur. J'ai appris aujourd'hui pourquoi elle avait manqué d'argent si tôt ce mois-ci. Quelques jours avant que nous fassions connaissance, elle avait sympathisé avec une fille rencontrée au Stardust Ballroom. Lorsque celle-ci lui dit qu'elle n'avait pas de famille en ville, qu'elle était dans la dèche et n'avait même pas un endroit où aller coucher, Faye l'invita à s'installer chez elle. 2 jours après, la fille découvrit les 232 $ que Faye avait mis de côté dans le tiroir de son chiffonnier et disparut avec l'argent. Faye n'avait pas porté plainte, et finalement, elle ne savait même pas le nom de la fille. « Qu'est-ce que cela aurait fait que j'aille le raconter à la police? Je suppose que cette pauvre garce devait avoir drôlement besoin d'argent pour faire ça. Je ne vais pas lui démolir sa vie pour une poignée de $. Je ne suis pourtant pas riche ni rien, mais je ne peux pas lui faire ça, si tu vois ce que je veux dire. » Je voyais très bien ce qu'elle voulait dire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi ouvert et d'aussi confiant que Faye. Elle est ce dont j'ai le plus besoin actuellement. J'étais affamé d'un contact humain. 8 juillet. Pas beaucoup de temps pour travailler, à sauter toutes les nuits d'une boîte à l'autre
et avec la gueule de bois tous les matins. Ce n'est qu'à l'aide d'aspirine et d'une mixture que Faye m'a préparée que j'ai pu terminer mon analyse linguistique des formes verbales en ourdou et envoyer mon article à l'International Linguistics Bulletin. De quoi renvoyer les linguistes en Inde avec leur magnétophone, car je sais toute la structure de leur méthodologie. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer les linguistes structuralistes qui se sont taillés une méthode linguistique fondée sur la détérioration du langage écrit. C'est encore un exemple de ces gens qui consacrent leur vie à étudier de plus en plus sur de moins en moins, à remplir des volumes et des bibliothèques avec l'analyse linguistique subtile du grognement. Il n'y a pas de mal à cela, mais il ne faudrait pas en prendre prétexte pour détruire la stabilité du langage. Alice a appelé aujourd'hui pour savoir quand je reviendrai travailler au labo. Je lui ai dit que je voulais terminer les travaux que j'avais entrepris et que j'espérais obtenir l'autorisation de la Fondation Welberg pour mes recherches personnelles. Elle a pourtant raison. Il faut que je tienne compte du temps. Faye continue de vouloir aller danser tout le temps. La nuit dernière, nous avons commencé à boire et à danser au White Horse Club, de là au Benny's Hideaway, puis à la Pink Slipper. Et après cela, je ne me souviens plus clair des endroits, mais nous avons dansé jusqu'à ne plus tenir debout, ou presque. Ma capacité de boire doit s'être accrue, car j'étais à peu près saoul au moment où Charlie a fait son apparition. Je ne peux me souvenir de lui qu'en train d'exécuter un numéro saugrenu de claquettes sur la scène de l'Alakazam Club. Il fut très applaudi avant que le directeur nous mette à la porte, et Faye dit que tout le monde a pensé que j'étais un merveilleux comédien et a aimé mon imitation d'idiot. Que diable s'est-il passé alors? Je sais que je me suis donné un tour de rein. Je pensais que c'était d'avoir tellement dansé, mais Faye dit que je suis tombé de ce sacré canapé. Le comportement d'Algernon est redevenu désordonné. Minnie semble avoir peur de sa compagne. 9 juillet. Une chose terrible est arrivée aujourd'hui. Algernon a mordu Faye. Je l'avais prévenue de ne pas jouer avec elle, mais elle tenait tout de même à lui donner à manger. Habituellement, quand elle entrait dans sa pièce, elle dressait la tête et accourait vers Faye. Aujourd'hui, cela a été différent. Elle était à l'autre bout de sa cage, pelotonnée en houppette de poils blancs. Quand elle passa la main par la trappe du couvercle en grillage, Algernon eut un mouvement de crainte et se renfonça dans son coin. Elle tenta de la tirer en ouvrant la barrière du labyrinthe, et avant que je puisse lui dire de la laisser tranquille, elle eut le tort d'essayer de la prendre. Elle lui mordit le pouce. Puis elle nous regarda, furieuse, et s'enfuit dans le labyrinthe. Nous trouvâmes Minnie de l'autre côté, dans la cagette de récompense à l'arrivée. Elle saignait d'une blessure à la gorge, mais elle était vivante. Au moment où j'allais l'enlever de là, Algernon arriva dans la cagette et voulut me mordre. Ses dents s'agrippèrent au bord de ma manche et elle s'y cramponna jusqu'à ce que je lui fasse lâcher prise en la secouant. Elle se calma peu après. Je l'observai ensuite pendant plus d'1 heure. Elle semble apathique et hébétée, et bien qu'elle résolve encore de nouveaux problèmes sans récompense, sa manière d'agir est bizarre. Au lieu de mouvements prudents, déterminés, le long des couloirs du labyrinthe, ses actes sont précipités et désordonnés. Maintes fois, elle prend un tournant trop vite et se cogne dans une barrière. On a la sensation étrange qu'elle est pressée par le temps. J'hésite à formuler un jugement hâtif. Cela pourrait tenir à bien des raisons. Mais à présent, il faut que je la ramène au laboratoire, que je reçoive ou non l'autorisation de la Fondation Welberg pour mes recherches particulières. J'irai voir Nemur demain matin. C'était Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. 11e partie. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.